Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Petite review aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 du cours 3 de Bleach, sorti le 20 octobre 2024. En vrai, je vous le dis, j'avais très envie de reprendre ce format parce que j'avais déjà fait l'an dernier pour Jujutsu Kaisen et j'en garde un très bon souvenir. Et je vous avoue aussi, c'est un format qui me permet de pas faire beaucoup trop de montage, mais de partager avec vous mon analyse et qu'on puisse en discuter ensemble. Donc, dans le fond comme dans la forme, ce sera une vidéo un peu plus légère que d'habitude. En tout cas, plus qu'un Full Metal Philo où j'expose véritablement la philosophie d'une œuvre. D'ailleurs, si vous l'avez toujours pas vu, j'ai sorti une vidéo qui se nomme la philosophie des antagonistes de Bleach. J'y analyse les 5 plus grands antagonistes de l'œuvre, mais aussi comment ils illustrent tous un pan de la philosophie de Friedrich Nietzsche. Désolé, je suis pas germaniste, contrairement à Yuhabaka, donc il est possible que je l'ai mal prononcé. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai un ami qui est professeur d'allemand et qui m'a dit que le dernier arc de Bleach est très intéressant à analyser d'un point de vue linguistique, notamment le Wanderreich, les Sternritters. Tout cela en fait a un sens énorme, autant dans ce que Tite Kubo essaie de nous apprendre vis-à-vis de Bleach, de son monde, mais aussi du rapport à l'histoire qu'a l'humanité. Parce que oui, si vous l'avez pas compris, les Sternritters, en tout cas le système des coups historiques général, est très inspiré d'une période de l'histoire assez sombre. Bref, ça ne nous empêche pas de parler aujourd'hui du dernier épisode qui est sorti, en tout cas du dernier en date. J'espère que mon analyse vous plaira, mais qu'elle permettra aussi d'éclairer certains points de l'épisode que vous n'avez potentiellement pas compris. Et je vous avoue, j'ai aussi des interrogations, donc c'est quand même le moment pour qu'on puisse échanger autour de ça. Salut, moi c'est Gatsu, je suis prof de philo, et aujourd'hui on va parler du dernier épisode en date de Bleach Thousand Year Blood War. Ok, je le concède, même l'accent anglais y passe. Concernant mon avis global, l'épisode pour moi était parfait en tout point. Que ce soit au niveau des OST que nous délivre le studio Pyrofilm, parce que oui, l'OST de Yuaba quand ils sont en train de se battre au Palais Royal, à consonance fortement germanique et militaire, ça accompagne le récit d'une façon assez incroyable dans Bleach, et même ça l'anoblit par moments. On sent que l'on a écouté une musique symphonique faite par un compositeur. De toute façon, du Big Tree, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Bleach a les meilleurs OST. Que ce soit l'OST d'Aizen, ou même les OST des Espada, ou les OST de la Society. D'ailleurs, il m'a fallu un temps fou pour me rendre compte qu'il y avait des paroles dans ces OST. Ah non mais vraiment par moments c'est même christique. Et ça se voit beaucoup ce combat christique dans ce plan de l'opening du 3e cours. Et cet aspect guerre sainte on la retrouve par plusieurs aspects. Que ce soit encore une fois la langue, parce que je crois que le Wanderreich, si je me rappelle bien, ça veut dire l'armée éclairée ou l'armée lumineuse, faudrait que je revoie mes sources. Par la connotation très biblique du combat de Yuaba, qui est l'enfant rejeté de Dieu qui souhaite se venger en retuant Dieu. Normalement ça vous rappelle un personnage de la Bible, à savoir Lucifer. Le combat entre des êtres élus et des êtres déchus par Dieu lui-même. Bref, Bleach cumule des références à notre culture. Qu'elle soit occidentale, biblique, germanique, espagnole, Tite Kubo est un fan de la représentation des éléments culturels de notre monde dans son manga. Ça se note par l'architecture, ça se note par les OST, ça se note par les personnages, par leurs noms. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu dans l'opening, mais les Espada qui ont un nom germanique, enfin à consonance germanique, ils reviendront dans le dernier arc, parce que c'est l'arc des Allemands, que ce soit Grimmjow ou un autre Espada qui a un nom assez intéressant. Je vous donne un indice. Plutôt un ancien Espada. D'ailleurs, en parlant du studio d'animation, on sent le changement entre le studio Pierrot et le studio Pyrofilm. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a le studio Pierrot qui a animé du coup Bleach pendant toutes ces années, mais aussi Naruto, Naruto Shippuden, Boruto, Black Clover. Et bien à la sortie du cours 3 de Bleach, le studio Pierrot est devenu le studio Pyrofilm. Ou du moins, si je me trompe pas, c'est une filiale du studio Pierrot. Et donc l'animation, elle est montée d'un cran. C'est un studio fait exprès pour Bleach pour lui donner la meilleure animation possible. Je rappelle encore une fois, c'est un membre du Big Tree. Et Bleach, c'est pas n'importe quoi. Et même, je trouve ce qu'il y a d'hyper intéressant dans la démarche du studio Pyrofilm, c'est qu'il y a un véritable travail d'hommage, mais aussi d'accompagnement avec Tite Kubo. Le fait que son nom soit écrit en grand début, quelle marque de reconnaissance, vraiment. Ils sont vraiment en mode, hey, mon gars, ce que tu fais est incroyable, on te fait confiance pour la suite. Et de ce fait, il le laisse mettre autant de rajouts qu'il veut. Et c'est nécessaire connaissant le contexte de fin du manga Bleach. Parce que, pour ceux qui le savent pas, le manga Bleach a été un peu rushé vers sa fin. Quand je dis un peu, c'est un euphémisme. Il a été totalement rushé parce que Tite Kubo a révélé des années après qu'il était malade. Mais aussi parce que les ventes du manga commençaient un peu à baisser. Et j'ai envie de dire, l'un et l'autre, ça n'aide pas à la cause de Bleach. Du moins vers sa fin. Donc Tite Kubo se rattrape autant qu'il peut dans l'animation du dernier cours, des derniers cours, à savoir le 1, 2, 3 et je pense 4, afin d'effectuer des rajouts à son œuvre, de mieux expliciter le lore de ce dernier, et enfin, et vous le verrez dans cet épisode, potentiellement de préparer une suite à Bleach. Et moi, en tant que philosophe, je ne peux pas m'empêcher de me poser cette question. Le fait que Tite Kubo, qui soit l'auteur du matériel d'origine sur un médium qu'est le manga papier, soit autant impliqué dans le projet de son adaptation en animé, alors que Tite Kubo n'est pas animateur mais mangaka, et qu'on lui reconnaît un génie en tant que mangaka, que ce soit dans sa plume, vis-à-vis de la poésie, de la narration, des personnages, mais aussi de son trait, parce que par moments, Bleach, vraiment, c'est le plus beau du Big Tree. Ça, c'est mon avis, vraiment. Mais je pense que c'est un avis qui peut prêter
prétendre à l'objectivité. Ça nous amène à demander s'il est toujours bon que l'artiste qui a l'origine d'une œuvre par un médium assez particulier soit autant impliqué dans son adaptation sur d'autres supports. Est-ce qu'il a la capacité d'avoir un recul vis-à-vis de cela? Et ainsi, je vous invite, pour ceux qui sont allés voir l'avant-première de Dandadan, nous avions une interview du mangaka et du studio d'animation. Et l'on voit ce qu'apporte le studio d'animation qui dit que le manga a une façon d'illustrer une scène, mais que l'animation doit justement trouver de nouveaux moyens d'illustrer, quitte à s'éloigner du manga à un certain moment. Ce que, vous comprenez, peut poser problème au mangaka. Et ça aussi, ça me pose un problème et on va en parler justement dans cette vidéo. Parce qu'il y a quelque chose qui me dérange à l'animation du dernier cours de Bleach. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, l'animation est vraiment incroyable, hein. Vraiment, on pleure sur le poulet. Mais il y a 2-3 trucs qui me dérangent. En tout cas, passons à l'épisode dans son détail. Parce qu'on ne peut pas dire que Kubo n'aime pas son œuvre. Il l'adore, il essaie de l'enrichir le plus possible. Une œuvre au monde riche, aux personnages intéressants, à la philosophie très puissante, et il l'enrichit, que ce soit par l'écriture des romans, Can't Fear Your Own Word, m'attaquez pas pour l'accent anglais, qui sont désormais je crois au nombre de 3, édités chez Glénat aussi, mais aussi d'autres projets tels que Burn the Witch. Nous suivons la filiale britannique de la Soul Society. D'ailleurs, petite anecdote, c'est pour cette raison qu'Ichigo Kurosaki, passé 30 ans, son métier, c'est d'être traducteur, au cas où il devrait intervenir dans Burn the Witch. Et enfin, le plus important, l'arc Enfer, qui est en fait une suite à Bleach. Un arc Enfer qui a été teasé dans cet épisode. Mais trêve de mondanité, passons à l'épisode dans son détail. L'épisode de cette semaine, n'en déplaise à beaucoup de gens, n'était pas centré sur Aizen, il était plutôt centré sur le duo Kyoraku et Okitake. Parce que même si l'apparition d'Aizen a fait un grand bruit, et ça se comprend, le prochain épisode est l'épisode d'Aizen. Ça s'appelle littéralement le traître. Non, celui-là s'appelle le bras noir, il va parler du duo Okitake et Kyoraku, et plus précisément d'Okitake. Ces deux hommes qui mèneront 2 types de combats pour protéger la Soul Society. Le premier mène un combat pour l'honneur, à savoir Okitake, et le second mènera un combat pour la vie, à savoir la survie de la Soul Society. J'aime beaucoup cette exposition parce que ça me rappelle la voix du guerrier dans la philosophie japonaise, ou du moins l'éthique du Bushido. Nous avons 2 hommes qui vivent pour le combat, qui ont choisi la voie du guerrier, et qui doivent, dans cette voie, trouver la voie qui leur correspond, et mener ce combat, potentiellement jusqu'à la mort. Nous avons aussi une exposition de leur relation, comment elle s'est bâtie petit à petit, et ne le cachons pas, beaucoup plus du point de vue d'Okitake, et des engagements pris vis-à-vis du Seireitei. La première scène commence par un engagement d'Okitake, ou de Jushiro comme ils aiment bien l'appeler dans cet épisode. Engagement vis-à-vis d'une divinité mystérieuse qui l'a sauvé quand il était enfant et mourant. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, dans Bleach, Okitake est toujours malade parce qu'il y a des problèmes au niveau des poumons. Cette divinité, Mimihagi si je ne me trompe pas, a donc sauvé cet enfant en le laissant dans un état de stase. En gros, je te permets de moins ressentir le mal que tu ressens, cependant, t'es pas totalement guéri et tu me devras quelque chose à un certain moment. Ce que représente donc Okitake, c'est 2 choses. La reconnaissance envers cette divinité et son sens du devoir, mais aussi le poids des responsabilités qu'il a. Il doit rendre à cette divinité le corps qu'elle lui a donné, afin de stabiliser le roi spirituel, mais aussi, il s'inscrit malheureusement dans un destin auquel il a choisi d'adhérer quand il était petit, à savoir sauver un jour la Soul Society. Et à travers cette divinité, on a une nouvelle explication sur le lore de Bleach. Si vous vous rappelez bien, le roi spirituel est un homme amputé et cristallisé, et donc scellé. Miyagi, c'est la main droite du roi spirituel. Et en tant que main droite, elle a donc une part des pouvoirs du roi spirituel. C'est donc une référence au moment où il s'est fait donc amputer et sceller, et prévoir potentiellement son retour si Ichigo devait venir à le couper. Parce que oui, ne l'oublions pas, le Reiyo avait le Almighty avant de le léguer à Yhwach. Il a donc vu ce futur possible et l'aurait potentiellement caché à Yhwach. Ce serait la raison pour laquelle Yhwach était totalement surpris dans le combat en disant « Pourquoi je n'ai pas vu ce futur ?» Ça expliquerait même pourquoi sa main a un œil. Ce serait donc le futur préservé par le roi spirituel afin de sauver la Soul Society et même les 3 mondes qu'il a créés, montrant encore une fois l'importance de ce capitaine de la 13e division dans le lore de Bleach. L'autre hypothèse serait que la volonté humaine est si forte qu'elle peut contrecarrer justement les plans de Yhwach. J'y crois pas trop, il y a beaucoup trop de logique derrière, mais peut-être. Ainsi, le Reiyo serait sauvé momentanément et donnerait donc cette occasion, cette possibilité à nos protagonistes d'atteindre du coup cette paix dont parle Ichibei. Après, le discours d'Ichibei était quand même assez complexe parce qu'il nous fait comprendre aussi que si Yhwach est celui qui gagne, il va falloir concilier avec et en tout cas, aller dans la paix dans tous les cas. Mais là, on parle vraiment d'épisodes d'avant. Concentrons-nous sur cet épisode-là. C'est donc, devant les yeux ébahis de tous, qu'il baissera son kimono et révélera cette divinité qui était en train de le consumer. Devant tous ses spectateurs, il donne les raisons de sa maladie chronique. Il est un enfant qui aurait dû mourir bien avant. D'ailleurs, Okitake est le seul de sa fratrie et même vis-à-vis de ses parents à avoir les cheveux blancs. Cela montre que depuis sa naissance, il avait perdu toute vitalité. Et j'aime bien le fait qu'à un moment, il a les cheveux noirs dans le flashback, puis ça lui a été enlevé. Ça montre qu'on lui a offert une vitalité, mais
vitalité qui va tout de suite s'évanouir parce que il est pas fait pour vivre. Et donc, face à une Rukia, qui est donc son lieutenant, qui crie parce qu'elle veut qu'il reste vivant, il lui montre qu'il a un devoir à accomplir. D'ailleurs, analysons les détails, j'aime beaucoup comment ils ont animé les particules noires de la main. Rappelons que dans le manga, ça donne toujours un effet pinceau dans Bleach. J'aime beaucoup cet effet. Et là, ils ont donc pris le parti pris de montrer toutes ces petites particules. Montrant encore une fois que le studio Pyrofilm maîtrise totalement ce qu'il fait, mais aussi que cette main, par sa couleur noire et donc pas par sa couleur blanche originelle, est une main corrompue qui va plus porter une malédiction à Ukitake. Mais quand bien même c'est magnifique et beau, j'ai un problème avec cette animation, et je vais vous expliquer pourquoi. Tite Kubo est aux manettes, et il adore son manga. Et des fois, j'ai l'impression qu'on a juste des plans fixes, avec des petits traits gras qui montrent l'intensité, et un minimum de mouvement. Peut-être qu'on a été trop habitué ces derniers temps à une animation avec plein d'effets pyrotechniques, ça bouge beaucoup, comme dans l'épisode d'avant, où on a la confrontation entre Ichigo et Yuabak. Mais même dans le cours 2, si je me trompe pas, à un moment, il y a Basby qui crie, et je vois la planche du manga, je vois des traits autour de lui, il y a juste sa bouche qui bouge, mais donnez du mouvement, de la vie à tout ça, c'est très beau, le détail dans les décors et tout, mais j'ai l'impression que dans ces anciens mangas, où il y avait un élément qui allait bouger, et on savait qu'il allait bouger parce qu'il y avait une couleur différente, c'est la même chose, tout est très beau, et puis un tout petit élément qui bouge, et là pour Ukitake, j'ai l'impression juste que c'est son visage fixe qui va se mettre en arrière quand il est en train de crier, avec le sang qui coule de sa bouche. Enfin voilà, c'est un élément qui me dérange, peut-être que je suis devenu trop picky, parce que c'est quand même très beau et incroyable, mais moi, je vois plus trop l'animation, je me dis, est-ce que ce serait pas un peu, attention, je vais vraiment dire ça, la faute de Tite Kubo parce qu'il veut trop maintenant contrôler l'animation de son manga. Je sais pas, voilà, je pose la question, sans citer personne là. Donc peut-être que je suis victime maintenant d'un mode de consommation basé sur beaucoup d'effets. Bon après on n'est pas dans Blue Lock non plus, donc voilà. Désolé les fans de Blue Lock. Donc après ce moment, on a l'exposition de l'évolution de la relation entre Kyoraku et Ukitake. Et quelle relation! Franchement, j'adore les voir tous les deux et ces dynamiques basées sur la confiance et le respect mutuel. Parce que même quand ils se battaient et que Ukitake a craché du sang sur le visage de Kyoraku, déjà dégueulasse, mais bon, c'est pas grave, il n'a pas ménagé ses effets et s'est battu avec tout ce qu'il avait, montrant encore une fois qu'il respecte son adversaire et qu'il n'allait pas baisser ses efforts parce que son adversaire était malade. Chose qu'Ukitake, évidemment, a beaucoup apprécié. Mais cette légèreté vraiment qu'a Kyoraku et cet autre type de légèreté qu'a Ukitake, je les adore. Ensemble, c'est un peu les Satosugu d'avant en fait. Oula, débat risqué. Cette relation de confiance, elle est aussi très bien illustrée dans les dernières paroles qui se sont échangées avant justement d'entamer leurs deux combats. Ensuite, on a donc cette scène des Monaka que j'adore, pleine de légèreté, où Kyoraku donne des gâteaux à Ukitake. Je crois qu'il y a du riz fermenté à l'intérieur, mais en fait il y a aussi du saké, et donc c'est petits frères et sœurs, il a pas envie de leur donner, mais bon, Kyoraku dit oupsie. Donc ce moment il est vraiment très drôle, il me permet de mieux comprendre, du coup, en tout cas ça renforce l'image qu'on avait des deux, à savoir que Kyoraku est quelqu'un qui aime les femmes, aime les plaisirs de la vie, aime le saké, tout cela, et Ukitake est quelqu'un qui est très tourné vers les autres, vers la famille, vers la bienveillance. Puis nous avons cette scène du temple, et je la trouve très intéressante. Pourquoi? Parce que Ukitake vient du Rokongai. Du moins, ils nous l'ont exposé comme étant un district du Rokongai. Ce n'est pas une famille noble, et Kyoraku savait qui était cette divinité. Cela nous informe donc que Kyoraku est issu d'une des 4 familles nobles, à savoir les 4 familles qui ont construit le monde de Bleach et qui ont participé à la création de la Soul Society, et donc Kyoraku est un descendant et qui connaît donc les arcanes de la Soul Society. Et cet élément est hyper important dans la construction de leur relation, parce qu'ici Ukitake fait donc... et cet élément est hyper important dans la construction de leur relation, parce que Ukitake fait donc confiance à Kyoraku pour lui en parler. Kyoraku connaît donc le secret de son meilleur ami. Suite à cela, nous avons donc l'échange avec Unohana, la première Kenpachi suite à la mort de Yamamoto. Une scène pleine de gravité parce qu'on a un Kyoraku et un Ukitake qui sont endeuillés, et une Unohana qui l'est beaucoup plus parce que elle l'a connu depuis plus longtemps, qui se demande même est-ce que l'alcool permet vraiment d'oublier tous ses problèmes, et qui va quitter la pièce avec Ukitake, et ça c'est extrêmement intéressant parce qu'on a là un teasing de l'arc en fer. Littéralement ils se disent on va se revoir, mais le seul contexte où ils vont se revoir, malheureusement ce sera en enfer. En fait l'arc en fer est basé sur un élément mentionné dans le premier arc de Bleach, vraiment on le voit, la porte des enfers, tout ça, et on nous explique du coup que les plus forts dans Bleach, ils ont trop de pression spirituelle, ils peuvent pas être ressuscités dans le Rokongai, donc ils vont directement en enfer. Et ça les plus forts n'en sont pas au courant, du moins c'est ce que l'on sait. On a après un clin d'œil à Kaien Shiba, et ça... c'est vraiment pour me toucher là qu'ils en ont parlé, voir comment Jushiro est en train de parler de son ancien lieutenant, il dit qu'il veut pas le remplacer parce qu'un être humain n'est pas quelque chose qui peut se remplacer aussi facilement, c'est pas un titre, c'était un individu qui portait ce poste. Il dit même au Central 46, venez me chercher, vraiment, vous êtes contre moi, déjà c'est vos lois, et puis si ça vous plaît pas, on peut se battre si vous voulez, mais moi je suis un capitaine, rappelez-vous. Et enfin, on arrive à l'autre partie de l'épisode qui se focalise sur le combat de Kyoraku, le combat pour la vie. Parce que Kyoraku, il va combattre ses principes, cette loi de la Society, et aller voir Aizen pour pouvoir sauver cette Soul Society. Et ça me dérange parce que j'aurais bien voulu qu'il y ait eu cette phrase à la fin de l'épisode, à savoir cette phrase où il dit à Sosuke « Je ne vois aucun mal à utiliser le mal contre le mal ». Montre encore une fois
bah, qui va faire quelque chose qui lui plaît pas. Et il engage littéralement sa vie, parce que Kyoraku scelle une des clés d'Aizen dans son cœur. Moment fanservice, parce que, enfin, de toute façon, tout l'épisode était fanservice, mais là, on a le droit de revoir les pectoraux de Kyoraku. Je mange pas de ce pain-là, mais je suis pas contre. Aizen est d'ailleurs introduit par cette phrase d'Urara qui disait « Ouh là là, on n'a plus assez de pression spirituelle ». Et là, bam, on repart sur Aizen parce qu'évidemment, depuis sa fusion avec le Hogyoku, Aizen est le personnage qui détient le plus de pression spirituelle dans tout l'univers de Bleach. C'est même la raison pour laquelle il fait partie des 5 grands potentiels de guerre que Yhwach doit éliminer en priorité. Parce que oui, Yhwach désigne 5 personnes qu'il faut éliminer le plus vite possible parce que c'est les plus grands dangers, à savoir Urara pour son intellect et sa stratégie militaire, Aizen pour son Reiatsu qui est en quantité illimitée, Kenpachi parce qu'il représente la force ultime et la volonté de se battre, je veux dire, c'est Kenpachi quoi. Ichigo parce que bah, c'est celui qui a le plus de potentiel, il a littéralement toutes les races en lui. Et enfin, Ichibei qui... Bah c'est Ichibei, le mec il ressuscite en disant seulement son nom quoi. Cela ne manque pas de nous rappeler que cet arc est encore une fois un écho à ce qui s'est passé en 39-45. Parce que oui, la stratégie du Yhwach pour se battre, pour mener cet assaut, est calquée sur le Blitzkrieg. À savoir, la guerre éclair. Yhwach n'aime pas la confrontation et s'il peut en un assaut éliminer les grandes forces ennemies, il le fait. C'est ce qu'il a fait dans son premier assaut, c'est ce qu'il a fait dans son deuxième assaut, et c'est ce qu'il fait encore une fois. Ouais, Bleach, c'est plutôt bien écrit. Et quand bien même cette deuxième partie parle de Kyoraku, le vrai moment de Kyoraku viendra bien après. Vous inquiétez pas, il a droit à son heure de gloire, notamment avec son Bankai, vous l'avez vu, et aussi avec sa relation avec Nanao. Mais je vous spoil pas, vous le découvrirez. D'ailleurs, parlons enfin d'Aizen dans cet épisode. Aura. Non vraiment, il n'y a que ça qu'il décrit. Il a tellement d'aura que, rappelez-vous, il a une pression spirituelle illimitée. Et on peut pas la supprimer, on peut juste la sceller et la rapprocher de son corps. Comme il y en a en quantité illimitée, ça commence à me rappeler un autre personnage, si on se rapproche du coup de cet infini d'énergie, encore une fois ça rappelle un autre personnage, eh ben on perd ses doigts. Ouais, on risque la mort. Et big up à ce personnage qui s'est cru bien trop important dans Bleach pour aller attacher Aizen. Même Kyoraku lui fait « Tu fais quoi mon gars ?» Ça me rappelle le lapin qui s'est battu contre Toji, qui a pris des initiatives de fifou, qui a cru qu'il allait le 1v1, lui il a cru qu'il allait attacher Aizen. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, Aizen a tellement de pression spirituelle que juste en lui enlevant le seau pour sa bouche, ça a suffi à enlever celui pour l'oreille et les chevilles qui devaient être enlevés aussi, et même les yeux si je me trompe pas, les chevilles lui permettant d'arriver jusqu'à la chaise où il allait rester assis, l'œil et l'oreille pour entendre et voir son adversaire s'il devait se battre. Ah, et on m'a posé la question, pourquoi il est décellé au niveau de la bouche quand il parle à Yhwach avant, et là il était scellé. Bah Kyoraku le dit, déjà c'était un rajout, mais il le dit, il aurait pu lui répondre par pression spirituelle, donc on peut se dire que leur premier échange qu'il y a eu avec Yhwach était une communication à travers leur pression spirituelle. Il lui aurait envoyé un « tu veux me rejoindre ?» et Aizen lui aurait fait « non ». Voilà pour l'épisode du coup de cette semaine, c'était hyper intéressant. Si ce format vous plaît, j'essaierai de le faire toutes les semaines avec des petites reviews. En tout cas, passez une très bonne journée, vous êtes la génération terrible et n'oubliez pas, vous avez 4 heures.